Objectif du cours numéro 1, il s'agit, au niveau du chapitre 1, d'introduire le cours, en précisant certaines notions générales du traitement numérique du signal, et aussi accessoirement en explicitant le déroulement du cours, ainsi que les modalités associées au contrôle des connaissances. Il s'agit ensuite, au niveau du chapitre 2, de présenter l'échantillonnage, opération préalable à toute numérisation d'un signal analogique, avec, d'une part, la définition et la modélisation de cette opération d'échantillonnage, et ce, en réduisant les calculs mathématiques au strict nécessaire. D'autre part, il s'agit d'introduire les conditions d'échantillonnage correctes et celles de l'échantillonnage réel avec ses aspects pratiques essentiels. Donc nous commençons avec le chapitre 1, Introduction au traitement analogique du signal, et d'abord la classification des signaux. Dans ce cours de traitement de signal, on va faire, comme toujours d'ailleurs, abstraction du contenu des signaux. Deux classifications sont alors essentielles. D'une part, la classification en déterministe aléatoire, d'autre part, la classification en continu discret. Alors, déterministe aléatoire tout d'abord. Un signal déterministe, c'est un signal dont l'évolution en fonction du temps est prédictible par un modèle mathématique. Par exemple, les signaux de test habituels, tels que les sinusoïdes ou les échelons unités, sont des signaux entièrement déterministes dont on peut tracer le graphe à l'avance parce qu'il est parfaitement connu. Un signal aléatoire, au contraire, correspond au cas général de signaux d'origine physique, porteurs d'informations, et ils sont modélisés, ces signaux aléatoires, par des paramètres ou des fonctions qui obéissent à des lois statistiques, et de ce fait, ils sont plus difficiles à manipuler. Dans le cadre de notre cours, pour cette raison, les signaux resteront déterministes. Alors ensuite, continu discret. Un signal peut être continu ou discret sur l'axe des temps d'abord. C'est la notion de signal à temps continu ou de signal à temps discret, en abrégé TC-TD. Ça peut être aussi continu ou discret sur l'axe des amplitudes. À ce moment-là, le signal est soit échantillonné, enfin il est échantillonné s'il est discret, sinon il est continu en amplitude, et il pourra être numérisé. Le mieux est de regarder ça sur une figure. Utilisons un tableau illustré pour mettre en évidence la classification des signaux selon le caractère continu ou discret des deux paramètres que sont le temps et l'amplitude. 4 combinaisons possibles, temps-amplitude, sont explicitées dans le tableau ci-après. Le temps en horizontal, il est discret ou continu. L'amplitude en verticale, discrète ou continue. Partons de la première catégorie de signaux dans la case en bas à droite. Temps continu,
amplitude continue. Ça correspond aux signaux analogiques qui feront l'objet du cours de traitement analogique du signal. Passons maintenant dans la case adjacente juste à gauche, c'est-à-dire faisons une transformation sur le temps pour le passer d'une variable continue à une variable discrète. Cette opération s'appelle l'échantillonnage et nous l'étudierons au chapitre 2. Un signal échantillonné, c'est finalement une suite de valeurs prélevées à des instants régulièrement espacés sur l'axe des temps. Par exemple, si on se limite à t positif, à t égale 0, on a l'échantillon représenté par le point que je pointe ici avec la souris. À t égale une période d'échantillonnage, TE, T indice E, T échantillon, on a la valeur qui est juste à côté. À t égale 2TE, cette valeur-là, 3TE, 4TE, 5TE, etc. Voilà donc ici un signal échantillonné. Catégorie suivante, on va maintenant passer d'une amplitude continue à une amplitude discrète. Cette opération de transformation amplitude continue, amplitude discrète s'appelle la quantification. On l'étudiera au chapitre suivant, enfin après le 2, le chapitre 3. Un signal quantifié, c'est un signal dont les valeurs de l'amplitude ne peuvent prendre que certaines valeurs, par exemple des valeurs multiples d'un même pas de quantification. C'est ainsi que dans l'exemple qui est représenté ici, pour t égale 0, on a cet échantillon-là qui est quantifié sous la forme de la valeur qui est ici. L'échantillon suivant, qui est là, est quantifié selon la même valeur parce que, en fait, l'amplitude prenait une valeur voisine. Et comme c'est une approximation, eh bien la valeur voisine, en fait, n'est plus voisine, elle est égale. Ainsi que l'échantillon suivant. Par contre, celui d'après, ici, qui correspond à la quantification de celui qui se trouve là, prend une valeur d'amplitude quantifiée distincte. Le suivant, encore une valeur distincte, et le suivant, la valeur quantifiée 0. Ce signal, qui est discret en amplitude et discret en temps, est un signal numérique. Si on veut terminer le tableau, il faut passer dans la case qui est ici, qui correspond simplement à rendre continue l'amplitude du signal précédent. C'est-à-dire en fait à prendre l'enveloppe du signal précédent, à représenter le signal précédent par une tension continue, qui est un signal en marche d'escalier, la hauteur des marches correspondant aux valeurs quantifiées. Voilà donc pour les différentes possibilités de signaux. Quels sont les modèles et les outils du temps continu et du temps discret? Le temps continu, c'est le domaine du cours du traitement analogique du signal de l'année dernière. Le domaine du temps discret va être le domaine du cours de traitement numérique du signal de cette année. Faisons un parallèle entre les modèles et les outils dans chacun des cas. Un signal continu ou analogique, c'est une fonction x de t à valeur dans C définie quelle que soit t variable réelle, positive ou négative, bien qu'en général elle soit positive. L'origine des signaux à temps continu, c'est généralement les phénomènes physiques. Et les exemples sont extrêmement nombreux, la parole, la musique, les images, etc. Le modèle courant de système utilisé dans le cours de traitement analogique du signal est le modèle de système linéaire invariant continu, SLIC. Les transformés que nous avons utilisés étaient la transformée de Fourier, variable f, qui représente la fréquence, et la transformée de Laplace,
variable P ou S, S notamment dans MATLAB. Un système linéaire invariant continu, SLIC, est caractérisé par sa fonction de transfert en P, f de P. Voilà ce que nous avons vu l'année dernière dans le cours de traitement analogique du signal. Alors cette année, chaque notion va avoir, dans le cours de traitement numérique du signal, chaque notion va avoir son homologue. Nous allons manipuler des signaux échantillonnés ou à temps discret, c'est-à-dire des suites x de n, où xn est à valeur dans C, n étant un indice entier, donc appartenant à Z, l'ensemble des entiers relatifs. L'origine des signaux à temps discret est soit un processus discret par nature, par définition, soit la numérisation d'un signal analogique. Les modèles courants de systèmes que nous allons employer cette année seront les systèmes linéaires invariants discrets, sous-entendu à temps discret, SLI-D. Et les transformées que nous utiliserons seront la transformée de Fourier discrète, TFD, homologue de la transformée de Fourier, et la transformée en Z, Z étant la variable qui remplace P et qui est donc l'homologue de la transformée de Laplace. Les SLID seront caractérisés par leur fonction de transfert en Z, f de Z. L'intérêt des transmissions numériques, nous allons l'expliciter parce que c'est quelque chose de très important. Le premier point, c'est que les transmissions numériques résistent beaucoup mieux que les transmissions analogiques aux bruits et perturbations diverses. Ce que l'on comprend mieux si on explique le phénomène de régénération du signal, qui va rendre la transmission d'un signal numérique en quelque sorte indépendante de la distance. Alors, pour expliciter cette notion, je vous propose d'utiliser le schéma de la diapositive suivante, où on voit ici le signal numérique original, initial. Le 1 est représenté par un niveau de tension V, et à chaque fois qu'il y a un 0, un niveau de tension, par exemple 0. Donc V, 0, 0, V, 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 0, 0, 0. Du fait de la présence de bruit dans toute transmission, ce signal va être déformé. Et on va avoir un signal perturbé par du bruit qui aura une allure, par exemple, ceci. Pour régénérer ce signal, le principe est le suivant. On va disposer un seuil d'amplitude, ici, à mi-chemin entre les valeurs représentatives du 1 et les valeurs représentatives du 0. On va également définir ce qu'on appelle une horloge, c'est-à-dire un rythme de temps qui définit la position des différents éléments binaires, qui vont être ce qu'on appelle les instants de décision. Le milieu du premier 1, ici, correspond à un instant caractéristique représenté par cette ligne verticale ici. Le milieu du bit suivant est ici, qui est un 0. Ensuite, ici, etc. Entre un instant de décision et le suivant, il y a un espace régulier qui est la période avec laquelle se succèdent les éléments binaires, la période de l'horloge. Et ce qu'on va regarder, on va supposer qu'on dispose de cette horloge, et on va regarder aux instants de décision combien vaut le signal plus bruit, de façon à prendre la décision 1 ou la décision 0. C'est ainsi qu'au premier instant de décision, qui correspond à ce point-là,
pour le signal plus bruit. Ce point étant situé au-dessus du seuil, on va décider que c'est un 1. Donc on va générer un 1. À l'instant de décision suivant, positionné ici, on va décider un 0, puisqu'on est en dessous du seuil. Ensuite, ici, 0, en dessous du seuil. Le coup d'après, au front d'horloge suivant, ici, on décidera 1. Ensuite, 1. Ensuite, on est toujours au-dessus du seuil, ici, donc 1. Là, on est passé en dessous du seuil, donc 0. On est toujours en dessous du seuil, 0. Toujours en dessous du seuil, 0. Et ainsi de suite. On régénère ainsi une suite binaire qui est rigoureusement égale, malgré les déformations très importantes du signal, qui est toujours égale à la suite initiale. Et on peut refabriquer ici le signal binaire. Il est simplement décalé d'un demi-bit, d'un demi-front d'horloge, et on refabrique un signal rigoureusement identique au signal initial. Donc le taux d'erreur est nul. C'est ça la possibilité de régénérer un signal numérique. Et en le faisant régulièrement, eh bien, on se protège contre la longueur de la transmission qui devient en quelque sorte quelconque. Donc on peut avoir ainsi des transmissions sur des longueurs très grandes, avec d'importantes déformations du signal, et cependant un taux d'erreur nul. Autre intérêt des transmissions numériques, les possibilités de codage, c'est-à-dire les possibilités multiples de transformer le code binaire selon des lois particulières et de façon à se protéger contre les erreurs de transmission. Alors on fait ça pour des raisons donc, de sécurisation de la transmission. On peut aussi le faire pour des raisons de cryptage, c'est-à-dire ne pas pouvoir intercepter la transmission. Ceci se fait notamment dans le domaine militaire. On peut également réaliser des tâches simultanées, et ceci par imbrication dans le temps, ce qu'on appelle le multiplexage temporel. Alors, pour le montrer, il faut reprendre le schéma précédent, et imaginer qu'au lieu d'avoir à transmettre un seul signal, signal numéro 1 qui est celui-ci, on en ait un deuxième, différent, à transmettre en parallèle, en superposition. Et bien pour pouvoir superposer la transmission d'un deuxième signal à celle de celui-ci, il suffit de décider d'affecter à chaque élément binaire de chacun des deux signaux une durée moitié de celle qu'on avait affectée initialement. C'est-à-dire que la durée TEB, durée d'un élément binaire, qui était ici cette largeur-là, ben ne va être plus que la moitié. Et on va ainsi disposer de la moitié du temps pour imbriquer le deuxième signal à transmettre. Donc en fait, on va laisser la durée d'un demi-bit au premier signal et la demi-durée de bit qui reste ici va permettre de transmettre un élément binaire provenant du deuxième signal, et ainsi de suite. Si on divisait par 3 la durée de l'élément binaire, eh bien on pourrait transmettre 3 signaux simultanément, etc., etc. C'était le principe du multiplexage par imbrication dans le temps ou multiplexage temporel, permettant de réaliser des transmissions simultanées de plusieurs signaux. Dernier avantage, dernier intérêt des transmissions numériques, la possibilité de traiter les signaux, puisqu'ils sont formés d'éléments binaires, par calculateur numérique, et d'utiliser ainsi toute la puissance de calcul aujourd'hui disponible, avec des cadences compatibles du temps même réel, l'avantage d'une conception rigoureuse, d'outils algorithmiques, de la fiabilité, etc. Voilà un ensemble de points qui font que les transmissions numériques se sont énormément développées. Partons du monde analogique et passons à celui des calculateurs. Le monde analogique, représenté par cette bulle,
correspond aux signaux analogiques que l'on rencontre dans la vie courante. Et le domaine de traitement associé est le domaine du traitement des signaux analogiques. À côté, il y a dans une autre bulle le monde des signaux numériques, c'est-à-dire en fait le monde des calculateurs, avec le traitement du signal numérique. À l'intersection entre ces deux mondes, on trouve la technologie des convertisseurs qui assure la transition analogique vers numérique. Ce sont les convertisseurs analogiques numériques, CAN, ou bien, dans l'autre sens, les convertisseurs numériques analogiques, CNA. En analogique, on caractérise souvent les signaux par leur occupation spectrale. C'est ainsi que sur un axe des fréquences, on distingue vers le bas, et en partant des fréquences les plus basses, les signaux audio, les signaux de parole. Et puis parole, musique de plus en plus haute fidélité, à mesure qu'on élargit la bande passante, puis encore en montant en fréquence, des signaux de commande utilisés en automatique, par exemple, dans le domaine de la commande industrielle. Si on monte encore en bande passante, on trouve les signaux vidéo, les images de plus en plus précises, voire des graphiques ultra sophistiqués. Donc ici le domaine de ce qu'on appelle les bas débits, ici le domaine de ce qu'on appelle les hauts débits, avec un axe des fréquences gradué ici en kHz. Voyons maintenant, diapo suivante, la chaîne d'acquisition et de traitement numérique du signal. Alors, la partie acquisition correspond à capter la grandeur physique qui va être traitée. Donc on a ici la grandeur physique, par exemple quelqu'un qui parle, ici un capteur, par exemple un microphone, qui transforme la parole en un signal électrique analogique, qui représente donc les variations de pression de la membrane du micro, et puis un amplificateur qui sert en même temps d'adaptation vers la suite du circuit. Donc ça, c'est la chaîne d'acquisition. Ensuite, et à partir de là, on rentre dans le domaine du cours de traitement numérique du signal, le schéma type d'une chaîne de transmission, de traitement plutôt numérique, qui commence toujours par un filtre passe-bas, ou passe-bande, selon que le signal à l'entrée ici est centré sur une fréquence porteuse ou qu'il est dans sa bande de base initiale, un échantillonneur bloqueur qui va assurer la fonction d'échantillonnage qu'on étudiera au chapitre suivant, chapitre 2, un convertisseur analogique numérique dont on verra le fonctionnement et le principe au chapitre 3. À partir de là, le signal est devenu un signal numérique, c'est-à-dire en fait une suite de 0 et de 1 qui va être passible d'un traitement numérique, c'est-à-dire d'un traitement ici effectué par un calculateur. Le signal traité, le signal numérique traité à la sortie du calculateur se trouve donc ici. On le reconvertit en analogique par un convertisseur numérique analogique qui est toujours suivi d'un filtre de lissage qui délivre le signal final, signal analogique, après traitement. Bon, on aura l'occasion, dans la suite du cours, de revenir très précisément sur les différents organes qui figurent dans ce schéma. Maintenant, diapo 1.6, intérêts et contraintes du traitement numérique du signal. Alors parmi les intérêts, on citera d'abord l'absence de dérive. Pas de dérive en température, pas de phénomène de vieillissement, c'est-à-dire pas de valeur de composants qui évoluent dans le temps.
Enfin, quand on dit qu'il n'y a pas de valeur de composant qui évolue dans le temps, on veut dire que les composants évoluent un peu dans le temps, mais ça n'a pas d'influence. Précision, eh bien la précision en numérique, elle n'est pas absolue, parce qu'il y a toujours une approximation, on le verra en détail, liée à la quantification. Par contre, elle est contrôlée, elle est maîtrisée avec un nombre suffisant de bits de codage. Donc il suffit de choisir convenablement le nombre de bits de codage, ce que l'on verra au chapitre 3. On bénéficie d'une grande souplesse, en particulier par la possibilité d'effectuer des tâches simultanées possibles, par imbrication dans le temps, multiplexage temporel, on dit, des signaux. On peut faire de la prédiction de performance, la prédiction de performance de système. Il suffit de simuler sur ordinateur le comportement du système. Et l'ordinateur s'y prête particulièrement bien. On peut aussi faire du prototypage très facilement, parce qu'il suffira, pour mettre au point un prototype, de faire des modifications de logiciel, et non pas des modifications de hard, de matériel, comme en analogique. Les performances sont bonnes, il n'y a pas de distorsion de phase, et on peut trouver un filtrage adaptatif, filtrage numérique adaptatif, pour optimiser ses performances. Enfin, on bénéficie de toute l'intégration des circuits numériques, dont le volume et le prix a considérablement diminué par l'emploi des systèmes Very Large Scale Integration, VLS. Parmi les contraintes, on citera le coût, qui est souvent élevé pour des réalisations simples, mais qui en réalité, grâce à la très grande diffusion et à l'emploi maintenant généralisé des circuits numériques, devient tout à fait abordable. La vitesse est une contrainte parce que plus la bande passante est large, plus ça conduit en numérique à des vitesses de calcul élevées. Donc des coûts élevés et des difficultés de réalisation technologique, mais qu'on sait également maintenant surmonter. Enfin, ça conduit généralement à des choses assez complexes parce qu'il y a en matière de réalisation à la fois un aspect matériel, un aspect de hard, mais aussi, en plus, il s'y superpose un aspect de logiciel. Paragraphe 1.7, domaine d'application du traitement numérique de signal. Alors vous pourrez suivre sur la diapositive qui est dans votre polycopier, et vous vérifierez ainsi que le traitement numérique du signal a un domaine d'application extrêmement vaste. Alors je ne cite que les titres, ça couvre les communications, mais aussi bien sûr les télécommunications, avec tout ce qui est codage de parole, TV numérique, compression, transmission d'images, transmission de données, téléphonie cellulaire, etc. Domaine de la défense, biophysique, acoustique, géophysique, électromagnétisme, automobile, musique, instrumentation, graphisme et imagerie. Un champ extrêmement vaste qui aujourd'hui envahit absolument notre vie au quotidien. Ceci termine ce cours d'introduction avec les notions générales sur le TNS. Avant d'aborder le chapitre 2 qui sera relatif à l'échantillonnage, il restera éventuellement à présenter le déroulement du cours, ce qui pourra être fait, mais que vous pourrez aussi peut-être regarder sur vos polycopiers, sinon ça pourrait être fait pendant la pause. La pause qui va durer environ 5 à 10 minutes.